Bonjour, bienvenue. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, on va parler de droit. Alors, on va parler de motivation. La semaine dernière, j'avais déjà commencé cette série de cours sur la motivation des décisions de justice. Et dans cette première partie, j'avais abordé le sujet concernant la motivation des décisions en droit civil. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie du cours qui concerne la motivation des décisions de justice en droit pénal. Alors, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de suivre la première vidéo, elle est toujours sur la page, je vous invite à aller regarder cette vidéo, à mettre les pouces et ensuite à venir suivre cette deuxième partie. Alors, parlons de la motivation en droit pénal. Ce cours va être scindé en deux parties. Donc, premièrement, la motivation générale. Alors, c'est une règle qui est énoncée à l'article 485 du Code de procédure pénale, alinéa 1er, au terme duquel, je cite, « Tout jugement doit contenir les motifs et un dispositif ». Fin de citation. Donc, on peut en déduire que tous les jugements et arrêt des juridictions répressives, parce que là on parle bien de droit pénal, doivent contenir des motifs qui sont définis à l'article, à l'alinéa 2 de ce même article 485 du Code de procédure pénale. Donc, ces motifs, en fait, constituent les bases de la décision. Donc, c'est comme ça qu'on appelle juridiquement les motifs d'une décision pénale. Autrement dit, toutes les décisions rendues par les juridictions doivent être assises sur une base. C'est l'obligation de motivation générale. Donc, le dispositif, lui, énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. Donc, là, on fait bien la différence entre les motifs et le dispositif. Donc, les motifs, comme je l'ai dit, ce sont les bases de la décision. Donc, pour rendre une décision de justice en matière pénale, il faut une base. C'est ce qu'on appelle l'obligation de motivation générale. Par contre, le dispositif, en fait, c'est le moment où on énonce les infractions commises et dont les personnes citées sont responsables ou coupables. C'est-à-dire, on va citer la peine, on va citer d'abord de toute façon toutes les infractions, hein. Ensuite on cite la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles qui vont avec. Donc on trouve tout cela à l'alinéa 3 de ce même article 485 du Code de procédure pénale. Ainsi, on peut remarquer que l'absence ou l'insuffisance de motivation, tout comme la contradiction de motifs, qui servent de base de raison à la décision, constituent des cas de cassation. Cassation, c'est un second degré de juridiction. C'est la même chose, hein. J'ai déjà abordé ce sujet. Il y a toujours les cours sur la page concernant les degrés de juridiction, la Cour de cassation et son rôle, etc. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas encore cette partie, faites un tour sur la page, regardez la vidéo à ce sujet. Ensuite, revenez suivre la suite du cours. Donc, dans cette hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de cassation va contrôler l'existence et la qualité de la motivation des décisions des juridictions répressives et elle va censurer les décisions insuffisamment motivées ou qui contiennent des motifs contradictoires. Donc, les motifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les bases de la décision qui est rendue en matière pénale. Donc, un petit rappel s'impose, hein. Sachez qu'en matière civile, l'obligation de motivation des décisions qui pèsent sur le juge est large. Donc, cela signifie qu'elle s'applique aussi bien au jugement et
arrêts rendus par les juridictions de proximité, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels, les chambres correctionnelles des cours d'appel, ainsi qu'à ceux, donc aux jugements et arrêts rendus par les juridictions de l'application des peines ou aux arrêts des chambres de l'instruction. Et c'est la même chose, à chaque fois, je fais référence aux vidéos précédentes pour vous aider à comprendre, parce que là, on est bien avancé dans les cours. Donc, c'est la même chose à propos de l'instruction, du juge d'instruction. Il y a déjà une vidéo disponible sur la page, donc je vous invite à aller la regarder et donc à mettre un pouce. Donc, pour parler de cette motivation, il faut savoir qu'elle s'impose aux décisions sur l'action publique et en même temps aux décisions sur l'action civile. Et il en va de même en ce qui concerne les décisions des cours d'assises. Civile, action civile, cours d'assises. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Si ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Je me ferai un plaisir de vous apporter plus de précision. Donc, pour parler clairement, que ce soit en matière civile ou en matière pénale, c'est-à-dire lorsqu'une personne est condamnée à des travaux d'intérêt général, ce qu'on appelle TIG ou TIG, ou à une amende, ou encore à une peine de prison, le juge est obligé de donner les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision, sinon la décision est réputée nulle. Donc c'est une obligation qui pèse sur le juge quand il va rendre sa décision, que ce soit en matière civile, en ce qui concerne les amendes, ou en matière pénale, en ce qui concerne les peines de prison. C'est la raison pour laquelle, même quand les personnes comparaissent immédiatement, donc en comparution immédiate, de toute façon, il y a une décision de justice qui explique les raisons qui ont conduit à appliquer telle ou telle peine de prison ou tel montant concernant une amende. Donc là, c'était ce qui concernait la motivation générale. Maintenant, on tombe sur la partie qui est liée aux motivations spéciales. Donc ces motivations spéciales sont imposées soit par la loi, soit par la jurisprudence. Donc, vous l'avez compris, cela nous fait deux parties. Premièrement, la motivation spéciale de l'emprisonnement ferme, ce qu'on appelle la prison ferme dans le langage courant. Alors, il faut savoir que la Cour de cassation exerce un contrôle strict du respect des exigences légales de la motivation, que ce soit la motivation du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, c'est-à-dire une condamnation à la prison ferme, ou de la motivation du refus de prévoir un aménagement de cette peine. Donc, en gros, que l'on condamne quelqu'un à faire de la prison ferme ou à être emprisonné, mais par exemple, à faire une peine de prison aménageable, notamment principalement par le port du bracelet électronique, la Cour de cassation, contrôle de façon stricte le respect des exigences légales, donc de la motivation du prononcé de cette peine, ou alors du refus de prévoir un aménagement en ce qui concerne la prison ferme. Donc cette motivation spéciale, elle a été introduite dans le code pénal en 1994. Donc elle s'appuie sur le principe de l'individualisation des sanctions. C'est ainsi que la motivation de la peine d'emprisonnement sans sursis, c'est-à-dire l'obligation de purger sa peine automatiquement, ou encore la prison ferme, prend en compte une préoccupation majeure de politique pénale, à savoir la limitation du recours à l'incarcération en matière délictuelle, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les délits, c'est-à-dire lorsqu'on est condamné à payer des amendes, par exemple, la principale préoccupation donc de la politique pénale, c'est de limiter les peines d'emprisonnement dans ce domaine-là. Donc, c'est un principe qui est une motivation spéciale, qui est tout à fait récente, puisque
introduite en 1994 dans le code pénal. Donc, cela signifie, comme je viens de le dire, qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours. Si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire. Et si toute autre sanction est manifestement inadéquate en dehors des condamnations en récidive légale. Donc, si un fait grave est commis et que, enfin une infraction, j'entends, et que l'auteur de cette infraction a une personnalité qui fait que ces deux facteurs ne permettent pas d'aménager sa peine, à ce moment-là, une peine de prison sans sursis peut être prononcée. Donc voilà, de façon standard, ce qu'on peut dire à propos de cette motivation spéciale. Donc cette règle qui consiste justement à chercher d'abord à voir s'il y a moyen de condamner le prévenu à une peine de prison avec sursis. Donc là, on exclut clairement les condamnations en récidive légale. Récidive légale. Voilà. Donc, c'est une règle qui est prévue. Donc, je vais citer les articles. Donc, par les articles 132-19 alinéa 2, 139-19 alinéa 1er, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal. Donc, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à ouvrir un code pénal ou alors à vous en procurer quelques articles. Donc, article 132-19, alinéa 1er, alinéa 2 et alinéa 132-24 et puis 132-25 à 132-28. Donc, vous prenez l'article 132, vous commencez à la section 19 premier et deuxième alinéa. Ensuite, vous tombez à la section 24, section 25 jusqu'à la section 28. À ce moment-là, vous allez trouver toutes les conditions exigées pour le prononcer d'une peine de prison avec ou sans sursis en dehors des cas, comme je l'ai dit, de condamnation en récidive légale. Donc, je vais quand même faire une petite remarque. C'est qu'en s'appuyant sur ces textes de loi en vigueur, cette même Cour de cassation qui exerce un contrôle strict de cette motivation légale, donc du respect des exigences légales de la motivation, refusait expressément d'étendre cette motivation-là aux peines prononcées par les cours d'assises, notamment en ce qui concerne les meurtres et les assassinats. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. La différence entre un meurtre et un assassinat, c'est la préméditation. Donc, c'est ça qui fait basculer le meurtre dans le camp de l'assassinat. Je referme la parenthèse parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur cette thématique-là. Donc, cela débouche sur la motivation en ce qui concerne la jurisprudence. Donc, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'au cours d'une procédure, un citoyen, c'est ce qu'on appelle la question citoyenne, peut saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc, au cours d'une QPC, en date du 2 mars 2018, donc c'est récent, le Conseil constitutionnel, se fondant sur les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que je vais prendre la peine de lire, le Conseil constitutionnel donc a estimé qu'il appartient au législateur, donc dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, dans le jugement des personnes poursuivies, ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines. Fin de citation. Donc, je vais lire les 3 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
que j'ai énoncés. Donc, l'article 7 stipule, je cite, « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas, déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » Donc, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Fin de citation. Donc, je reprends la lecture de l'article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables par la résistance. Ça, c'était l'article 7. Ensuite, article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. C'est ce qui explique la non-rétroactivité des lois, et surtout des lois pénales. C'est-à-dire que la loi ne dispose que pour l'avenir. Donc, c'est ce qui est dit ici, que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. C'est-à-dire que la loi a été votée, promulguée avant que le délit ne soit commis. Ensuite, ou enfin, je dirais, l'article 9, donc que je vais citer, « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Fin de citation. Ça, c'est le fameux article raccourci utilisé comme joker par certaines personnes et qui recouvre la notion de la présomption d'innocence. Voilà les 3 articles sur lesquels se base le Conseil constitutionnel pour déclarer, rendre sa décision, incitant les cours d'assises à motiver leur décision. Donc, le Conseil constitutionnel en a déduit que, je cite, « Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de cette déclaration implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. » L'espèce est le cas en question, le cas concerné. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêt de condamnation pour la culpabilité comme pour la peine. Fin de citation. Là, c'est vraiment une décision du Conseil constitutionnel. Je sais que c'est dur à comprendre parce que ce sont des termes juridiques. Donc, clairement, en gros, le Conseil constitutionnel fait référence à l'article 8 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour dire que, de toute façon, les jugements et arrêts de condamnation, que ce soit pour la culpabilité, donc pour déclarer un prévenu coupable ou pour la peine, c'est-à-dire le temps de prison nécessaire, toutes ces décisions doivent être motivées, en gros. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Dès lors, le Conseil constitutionnel poursuit, en n'imposant pas à la Cour d'assises de motiver le choix de la peine, le législateur, c'est-à-dire celui qui fait les lois, donc le Parlement, a méconnu les exigences tirées des articles 7, 8 et 9 de la déclaration de 1789. Fin de citation. Donc, le Conseil constitutionnel
dit clairement que si les cours d'assises jusque-là ne motivaient pas pour quelles raisons elles ont choisi de condamner des personnes à telle ou telle peine, c'est qu'elles n'ont pas respecté toutes les exigences qui découlent de ces 3 articles que nous venons de lire. Donc, le Conseil constitutionnel a estimé que le 2e alinéa de l'article 365-1 du Code de procédure pénale, devait être déclaré contraire à la Constitution. Donc, je ne sais pas si on l'avait déjà dit en détail, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, donc d'analyser les textes de loi lorsqu'il est saisi et de déclarer ces textes manifestement contraires à la Constitution ou non. Donc les textes ils peuvent être censurés partiellement ou totalement, c'est rare parce que la dernière fois que c'est arrivé c'était en 2012 concernant la loi Duflot, Cécile Duflot, du ministre de l'époque. Et donc, cette loi concernait les logements sociaux. Donc, c'était une loi sociale. Ça a été totalement censuré. Mais les cas de censure par le Conseil constitutionnel sont presque quasiment que des censures partielles. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse. On attend encore, d'ici la fin de l'après-midi, que le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi immigration qui lui a été déférée, donc par le président de la République parce que c'est une obligation légale, mais surtout par la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que les parlementaires de l'opposition. Donc dans tous les cas, on est amené à se revoir d'ici quelques heures quand le Conseil constitutionnel va rendre publique sa décision. Donc, la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 a pris en compte cette jurisprudence du Conseil constitutionnel et a donc imposé la motivation des peines prononcées par les cours d'assises. Donc, motivation spéciale des décisions en matière de détention provisoire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de contrôle judiciaire, motivation qui pèse, alors motivation spéciale on dira, motivation spéciale de certaines décisions relatives au déroulement de la procédure, etc. Donc en gros, depuis cette loi de programmation et de réforme de la justice qui a entraîné un grand changement dans le système administratif français en faisant disparaître les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance, remplacés par les tribunaux judiciaires, etc. Mais vraiment de grosses réformes. Cette loi, donc, qui date du 23 mars 2019, a imposé aux cours d'assises donc de motiver les décisions qu'elles prononcent. Donc, comme je l'ai dit, les cours d'assises concernent des jugements liés à des peines. Donc, on parle ici clairement de l'obligation de la cour d'assises de motiver les décisions en ce qui concerne la détention provisoire. Pour quelles raisons on place les prévenus en détention provisoire, les assignations à résidence sous bracelet électronique, sous surveillance électronique ou les contrôles judiciaires qu'on impose. Ce sont des peines alternatives à la prison ferme, à la détention provisoire, notamment le port de bracelet électronique, l'assignation à résidence et l'obligation, le contrôle judiciaire. Donc, par exemple, clairement, l'obligation de pointer dans un commissariat tous les jours, tous les 2 jours, voilà, au terme de cette condamnation-là. Et on remarque aussi que depuis cette loi, cette modification constitutionnelle, de cette loi de programmation ou de modernisation de la justice qui date du 23 mars 2019, on a une obligation de motivation spéciale en ce qui concerne certaines décisions relatives au déroulement de la procédure. Donc, c'est par exemple
le prononcé du huis clos, hein. Donc, c'est prévu par l'article 400 alinéa 2 du Code de procédure pénale. On peut imposer un huis clos lorsque, par exemple, la personne qui est impliquée dans le procès est une personne connue. Donc, cette notoriété peut attirer des curieux ou alors des voyeurs, entre guillemets, qui vont venir assister au procès et puis découvrir des choses sur l'intimité de cette personne-là. Donc, à ce moment-là, la personne peut demander à passer en jugement à huis clos ou alors lorsque l'une des parties est mineure. Et ça, c'est une obligation. Donc, un huis clos, c'est-à-dire que il n'y a que les parties qui sont concernées qui font face au juge et il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de médias. Donc, c'est en vase clos, c'est dans un endroit fermé, c'est fermé au public, en gros. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième partie qui concerne la motivation des décisions de justice. Donc, motivation spéciale, motivation déjà générale. Donc, c'est une obligation qui pèse sur le juge, hein, lorsqu'il rend son jugement, soit en matière civile ou en matière pénale. Il faut justifier, il faut montrer les bases qui servent pour la prise de telle ou telle décision. C'est aussi le cas pour la cour d'assises. Donc, il faut que ces cours-là justifient les raisons qui poussent, par exemple, à condamner une personne à de la prison ferme avec une période de sûreté ou non. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc je vous invite vivement à faire un tour sur la page, à regarder les vidéos précédentes, à mettre les pouces, à les partager et puis à rester connecté parce que tout à l'heure je reviens ici pour faire le point sur la décision du Conseil constitutionnel en ce qui concerne la loi sur le contrôle de l'immigration et pour une meilleure intégration ou loi Darmanin. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.